Salut les devins, c'est Saikyo, il est l'heure pour moi de vous proposer ma review de l'épisode numéro 3 de Dragon Ball Super. Alors, je vais pas vous dire que c'est un bon épisode, ça serait un petit peu mentir, c'est un épisode sympa en fait, qui était quand même très nettement inférieur à mes yeux, bien sûr c'est subjectif, par rapport aux épisodes 1 et 2 que je vous ai déjà présentés la semaine dernière et la semaine juste avant. Si vous l'avez regardé, que vous avez un petit peu joué le jeu, c'est-à-dire de regarder les épisodes 1 par semaine depuis le début en même temps que moi, étant donné qu'il y a ma review chaque semaine, eh bien dites-moi en zone commentaire si vous avez le même ressenti. Un épisode, ça passe parce que tu retrouves les héros qui t'ont manqué pendant des années, c'était le retour de Dragon Ball tout court. À ce niveau-là, c'est pour ça que ça passe et que c'est sympa. Et c'est sympa de voir des petites blagues et tout ça, d'ailleurs il y en avait beaucoup des blagues. Mais après ça manquait quand même un petit peu de fond, on ressassait les mêmes histoires quasiment, les mêmes choses qui ont été déjà faites dans les épisodes 1 et 2, sans forcément les faire trop avancer, même si l'épisode avait quelques révélations intéressantes. Alors, étant donné justement que cet épisode était moins intéressant que les autres, je vais pas faire une review comme je peux le faire habituellement sur Dragon Ball Super, c'est-à-dire qu'il va suivre à 100% la trame chronologique de l'épisode, mais je vais plus vous parler des points marquants ou des points négatifs un petit peu dans l'ensemble, plutôt que de tout passer en revue. Je pense que ça serait une perte de temps pour cet épisode en particulier. Alors, cet épisode, il a pour but de nous raconter une chose, la recherche du Super Saiyan divin du côté de Beerus, donc le Super Saiyan God. D'ailleurs, je vous ferai mon petit compte rendu sur la VF également à la fin de cette review. Et à ce niveau-là, c'est un objectif rempli, mais disons que ça fait quand même 2 épisodes que Beerus cherchait ce fameux Super Saiyan divin qu'il ne se rappelait pas dans ses rêves et tout ça, et j'ai trouvé que, cet épisode 3 souffrait un peu des mêmes problèmes que le tournoi du pouvoir, c'est-à-dire que cet épisode 3 était là pour être là. Je pense. On voit bien que le tournoi du pouvoir en manga va beaucoup plus vite que le tournoi du pouvoir en animé, et tant mieux j'ai envie de dire, et justement même en manga, Battle of God allait beaucoup plus vite que l'animé aussi. Et là ça se ressent. C'est un épisode, plus pour faire un épisode, on te met 2-3 révélations par-ci par-là intéressantes, mais c'est pas tout l'épisode qui est capable de te captiver. Je vous avoue, je l'ai vu 2 fois, une fois en japonais, enfin sous-titré, et une fois en VF. La deuxième fois en VF c'était un petit peu lourd, parce que l'épisode, contrairement aux 2 premiers, il y avait pas énormément de trucs pour m'accrocher. Et donc oui, Beerus se rapproche à très grands pas, il y est presque, plus qu'un pas et il est à côté de Goku qui sera d'après lui, grâce à l'aide du poisson oracle, le Super Saiyan God. Et l'autre intrigue, enfin c'est pas une intrigue, mais en tout cas l'autre point de scénario que l'on développe dans cet épisode-là, c'est tout simplement l'anniversaire de Bulma. Sauf que l'anniversaire de Bulma dans le film Battle of Gods ou dans le manga, dans l'arc Battle of Gods, ça va assez vite parce que c'est lié avec le combat qui suit avec Beerus. Mais là c'est un épisode déstructuré, sachant que je regarde les épisodes vraiment 1 par semaine. Je les ai pas regardés d'un bloc et je vous arnaque pas, je fais pas des reviews d'un bloc. Vraiment, je joue le jeu, j'en regarde 1 par semaine, et le fait d'avoir que ça cette semaine à se mettre sous la dent, c'est très léger. C'est-à-dire que l'anniversaire de Bulma, ok c'est rigolo, mais rien ne s'y passe. Et du côté alors de ce qui était intéressant et de ce qui s'est passé, c'est les petites révélations que nous on connaît parce qu'on a terminé la série, mais qui étaient révélées à l'époque. Tout simplement le fait que Beerus a demandé à Freezer de péter la planète Vegeta, ou encore je pourrais citer le fait que c'est Beerus qui a lui-même enfermé le vieux Kaioshin dans la fameuse épée, la Z-Sword, que Gohan avait cassé, etc., contre le Kachin. Et là, une autre chose que j'ai trouvé intéressante, alors c'est pas forcément une révélation, mais j'ai vraiment l'impression, vous savez, on accuse souvent Toriyama de flemmardise, et je vous avais dit dans ma vidéo 9 faits sur Toriyama, j'avais sorti le jour de l'anniversaire de Akira Toriyama, que oui, Toriyama a toujours dit être quelqu'un par nature de flemmard, mais qu'il s'est toujours forcé à bosser, surtout quand ça concernait les mangas et sa passion, il y avait des nuits où il dormait peu, etc., Pour moi, le fait de savoir que quelqu'un est par nature flemmard mais qu'il s'implique autant dans des projets, en particulier Dragon Ball, c'est significateur, et je pense que justement que ça trahit le fait que c'est le genre de mec qui va tout prévoir parce qu'il aura tellement bossé son sujet qu'il saura ce qu'il fait, même s'il est flemmard ou que la rumeur veut qu'il soit flemmard, peu importe. Le truc c'est que si vous regardez le début de l'épisode, cet épisode numéro 3, il y a Kibitoshin qui parle et qui pose une question justement au vieux doyen des Kaioshin. Alors je sais plus comment ça a été dit en japonais, mais dans la VF j'ai un petit peu plus en tête parce que je viens tout juste de la regarder. Il dit « J'ai entendu dire que ce dieu, en parlant de Beerus, donc le Akaishin, a de bonnes raisons de détruire les planètes. » Et derrière t'as le vieux Kaioshin qui reprend la parole et qui dit « Non, Beerus n'a aucune raison de détruire les planètes, il fait ça selon sa volonté, ce genre de choses. En gros, il en a rien à foutre, il détruit ce qui lui plaît pas. » Et je trouve que ça c'est un message fort par rapport un petit peu à l'arc Zamasu. Vous savez, Zamasu qui remettait un petit peu en question les dieux, leur place dans l'univers et tout ça, mais surtout et encore plus par rapport au tournoi du pouvoir. Quel a été le but et la leçon du tournoi du pouvoir? Là où beaucoup de personnes disent que le tournoi ne raconte rien, ben si, ça raconte quand même au moins une chose, c'est tout simplement que les dieux doivent mieux faire leur travail et que les Zeno avaient prévu de ne pas forcément péter les univers, en tout cas de les ramener, si les mortels faisaient preuve de quelque chose. Et en même temps, une fois que les mortels ont fait preuve de quelque chose, on a la discussion entre Whis et Vados à la fin de l'épisode 131,
nous disant que quelque chose s'est passé dans le multivers, les mortels, mais aussi les dieux qui ont pris conscience du fait tout simplement qu'il faut mieux gérer leur univers, aussi bien du côté des Kaioshin et des Akaishin. Parce qu'au final, le classement, vous savez, qui faisait en sorte qu'il y avait les univers qui gèrent mieux leurs mortels et les univers qui gèrent moins bien. C'est pas une volonté de Zeno de faire un classement, c'est juste qu'ils se sont rendus compte que ça partait en cacahuète et ils se sont dit, bon, il va falloir les bouger, les motiver, on va essayer de faire un barème pour voir qui gère bien et qui gère pas bien. Certains ont été exonérés de tournois. C'est un petit peu l'appât du gain, tu vois. C'est-à-dire que quand tu es en bas du tournoi, en bas du classement, pardon, eh bien tu te rends compte que ceux qui gèrent bien leurs univers ne seront jamais embêtés par Zeno. Ils ne se feront jamais détruire, ils ne seront jamais menacés. Tandis que toi, si tu fais mal ton boulot, tu es feignant, tu détruis trop de planètes, pas assez, tu sais pas comment tu les détruis ni pourquoi. L'autre il t'a regardé de travers, tu l'as détruit. Ça c'est un problème. Après Kaioshin qui commence à créer tout et n'importe quoi aussi, ça aussi c'est un problème. En fait c'est une question de régulation. Et j'ai vraiment trouvé qu'elle était mise en avant dans une très courte phrase, enfin très courte discussion, entre Kibitoshin et le vieux Kaioshin. Et le vieux Kaioshin, avec sa perspicacité, savait que Beerus ne faisait pas très bien son travail. Ce qui pourrait me laisser à penser que de l'époque où ce vieux Kaioshin était en fonction, l'univers 7 aurait pu peut-être mieux fonctionner. Parce que du côté des créations, ça aurait mieux marché. Et qui dit de meilleure création dit moins de destruction, parce que Beerus aurait été moins embêté. Ça fait plusieurs fois dans la série, et y compris Dragon Ball Super, que ce vieux Kaioshin se démarque vraiment, qu'il a une capacité d'analyse hors norme, et je pense qu'il aurait fait un très bon Kaioshin, en particulier s'il n'avait pas fusionné avec la sorcière, qui l'a perverti. Bon, ça fait partie des bonnes choses de l'épisode. Après, qu'est-ce qu'il y a eu de bien? Alors, toute la mise en scène justement avec le poisson oracle, ça j'ai beaucoup aimé dans la série le poisson oracle, parce que ce n'était pas juste pour faire une prédiction, enfin une prophétie dans l'épisode qui est comme ça dans le vent. C'est quelque chose qui est revenu plusieurs fois, enfin entre guillemets, au long de la série où certains personnages s'en sont rappelés, et ça a été même remis au goût du jour récemment. Alors le chapitre, je réfléchis, peut-être le chapitre 27 dans le manga, vous vérifierez, vous me corrigerez si je me trompe en fait, mais c'est au moment où Vegeta nous sort le Super Saiyan Blue maîtrisé dans le manga, chose qui n'existe pas dans l'anime pour le moment. Il y a le Super Saiyan Blue Shinka évolution, mais c'est pas exactement pareil. Le SSJ Blue maîtrisé ne dégage pas de ki, tandis que le SSJ Blue Shinka, il dégage tellement de ki qu'on l'a appelé SSJ Diamond chez les fans. Diamant. Donc bon, bref. Ce que je veux dire, c'est tout simplement que à ce moment de ce chapitre-là, Beerus met une raclée à Vegeta, SSJ Blue maîtrisé, il se moque de lui et va voir le poisson oracle en lui disant « Alors c'est lui qui va me battre ?» Et le poisson oracle, une deuxième fois, lui dit « Oui, c'est bien lui. Enfin, lui et Goku, ils vont te battre. Ils te dépasseront ou t'égaleront, je sais plus exactement, mais il y a un délire comme ça. » Donc, c'est un élément de scénario qui est important et qui nous montre où est-ce qu'on peut s'en situer dans Dragon Ball. Je le disais récemment dans une vidéo sur la fin de DBS, j'ai pas vraiment l'impression que l'on ait atteint la fin de DBS, et de toute façon on l'a pas atteint, hein. Le film sera la suite de DBS, ça a été confirmé, mais ce qui le prouve aussi, c'est que la prophétie du poisson oracle n'est pas réalisée actuellement. À l'heure actuelle, on ne sait pas vraiment qui de Goku Ultra Instinct ou de Beerus gagnerait, sachant que Beerus maîtrise partiellement l'Ultra Instinct, et je vous rappelle que l'Ultra Instinct ne fait pas tout, vous l'avez bien vu face à Jiren, la surpuissance de Jiren aurait pu être problématique sur certaines conditions à Goku. Preuve que l'Ultra Instinct ne fait pas tout. Donc le débat est là, si je faisais un sondage, je suis sûr sur YouTube ou Twitter ou quoi que ce soit, il y aurait plein de gens qui me diraient Goku Ultra Instinct gagne, mais il y a plein de gens qui me diraient Beerus gagne. Tout simplement parce que ce n'est pas encore clair. Et en plus de ça, l'Ultra Instinct de Goku, il n'est pas maîtrisé comme son nom l'indique parce qu'il ne peut pas le refaire à volonté. Donc Beerus est au-dessus de Goku Blue Kaioken x20, ça on le sait tous, et Beerus est au-dessus de Vegeta SSJ Blue Shinka. Donc la prophétie n'est pas réalisée. J'en reviens alors à mon message de départ. J'ai la bonne impression que Toriyama avait vraiment bien prévu, vraiment pour de bon, tout ce petit délire autour de ces personnages et de la continuité qu'il allait leur attribuer. Et ça fait plaisir à voir vraiment. Sinon, je me demande si j'ai remarqué quelque chose d'autre de très positif dans l'épisode. Je pense pas, sincèrement. Je pense que c'est vraiment les points majeurs de l'épisode. On a ressassé encore l'histoire du SSJ God, enfin du SSJ divin machin. On a vu Goku SSJ face à Freezer. J'ai bien aimé l'étonnement de Beerus par rapport au fait que Freezer avait été battu par Goku. On le savait déjà, mais c'est bon à revoir. Et sinon, du côté des points négatifs, il n'y a pas genre un point négatif en particulier. Déjà, je pourrais vous dire que l'animation et les dessins sont très nettement en dessous des deux premiers épisodes, ça c'est clair et net. La musique, c'est à peu près les mêmes qui sont ressortis. Contrairement aux épisodes 1 et 2, où j'entendais les musiques arriver dans les bons moments, là j'ai eu l'impression qu'ils les ont placées parce qu'il fallait les placer, ils les ont mis bout à bout. C'était un petit peu moins bon aussi, même si c'était les mêmes, mais elles étaient placées avec moins de réflexion que dans les deux premiers épisodes, et ça se sentait vraiment. Je viens de le dire, mais la qualité visuelle était très nettement en dessous, même si on n'est pas encore dans l'horreur de l'épisode 5, mais quand même ça commençait vraiment à dégringoler ici. Et après, est-ce que ça nous racontait quelque chose de très intéressant par la suite ? Beaucoup de blagues, beaucoup de gaminerie, faut le dire comme ça.
Et en plus, la VF, je vais pas tarder à vous en parler, mais je vais en parler un tout petit peu ici. La VF rend l'épisode encore un petit peu plus gamin, c'est-à-dire que en japonais, ça a un ton différent dans la manière dont c'est prononcé. Quand tu regardes les sous-titres, ça a quand même une tournure de phrase différente que dans les traductions et les intonations de la VF, quand il y a des blagues entre Goku et Kaio, quand il y a la blague, je sais pas moi, entre Beerus et Whis, entre Bulma et Boo, enfin bon, des blagues, il y en a eu beaucoup, Tortue Géniale ou Long, enfin tout ça. Ça fait plaisir en VF d'entendre les voix que l'on connaît d'époque, ça je peux pas dire le contraire, mais au niveau de la trad et surtout des intonations, ça rend vraiment le truc beaucoup plus enfantin dans la version française que ça ne pouvait l'être déjà de base. Il y a aussi quelques phases qui sont faites pour remémorer un petit peu Dragon Ball Z pour parler de l'anime dans la tête des gens, le flashback sur Cell qui explose, Kaio qui est toujours mort, Kaio mort qui donnera d'ailleurs lieu à un épisode hors série filler un petit peu plus tard dans la série, donc c'est pas mal de faire des connexions même si c'était du filler dans DBS plus tard, mais ça fait du lien, c'est toujours sympa. Et ce que je n'ai pas aimé en fait dans l'épisode, c'est que mis à part les points que j'ai cités dans ce début de review, eh bien c'est que l'épisode était vide. Donc je peux pas vous dire ce point-là ne m'a pas plu ou ce point-là ne m'a pas plu, c'est qu'il y avait pas de points en fait qui pouvaient me plaire ou pas me plaire, et ça me plaît pas, tu vois, j'ai l'impression de parler comme un cinglé, mais c'est la vérité. Alors d'accord, j'ai bien compris que c'est un épisode de retrouvailles, qu'on ne peut pas avoir de la menace tout le temps, de l'histoire de fond, mais j'ai même pas senti que la psychologie des personnages était développée ou quoi que ce soit, on reprenait juste les caractéristiques principales des personnages que l'on connaît déjà, et on nous les ressassait. Mais ça a déjà été fait dans les épisodes 1 et 2. On a déjà vu à peu près toute la bande, il n'y a que Piccolo je crois qui s'était pas exprimé, et ces 18 écrivains peut-être de mémoire, et encore eux étaient plutôt bien traités dans l'épisode parce qu'on voyait un petit peu leur relation familiale avec leur fille. Mais sinon pour les autres personnages on les a tous vus, sauf exception dans les épisodes précédents, on nous les a déjà tous représentés, et je trouvais que insister là-dessus, sur le fait de nous remontrer encore qui ils sont depuis 30 ans, bon, j'ai pas vu quelque chose de nouveau dans les personnages. Après vous allez me dire, dans la chronologie Dragon Ball il s'est passé à peine quelques mois depuis le décès de Kid Buu, ou Majin Buu pur comme vous voulez, donc c'est normal que les personnages ils ont pas évolué des masses, mais bon, passer autant de minutes dans un épisode pour qu'il y ait rien à la limite, bon voilà, ça m'a un petit peu dérangé, c'est pas la mort, hein, mais ça m'a un petit peu dérangé, c'est le cas de le dire dans une review, sinon si je dis pas ici je le dirai jamais. Vegeta et Goku qui sont fidèles à eux-mêmes l'entraînement, mais ça je trouvais que c'était un petit peu un point de régression. Et encore à la limite, oui, je suis en train de me contredire tout seul, mais regardez où je vais en venir. Dans Dragon Ball Super, c'est un fait, vous l'avez tous remarqué, Goku a été fidèle à lui-même, c'est-à-dire encore un mauvais père, absent, etc. Voire même encore un peu plus débile ou naïf, un peu comme vous voulez, vous choisissez le mot qui vous convient, qu'avant dans Dragon Ball. Tandis que Vegeta a énormément évolué dans le très bon sens du terme. Un bien meilleur père de famille, un bien meilleur mari, un bien meilleur protecteur de la Terre, on l'a vu à la fin, et de l'univers, quand il a dit « Tant pis si je gagne pas mon combat, mais il faut que Goku gagne », il l'a dit à la fin du tournoi du pouvoir, face à Toppo. Une très très belle évolution. Et en début de DBS, là j'ai l'impression de revoir un Vegeta façon époque arc cyborg, tu vois, arc C19, le mec il est même pas là pour l'anniversaire de sa femme, il va s'entraîner dans la salle alors qu'il n'y a pas de menace, il n'y a pas d'ennemis. Il faut s'entraîner, il faut se maintenir, il faut s'améliorer. Mais je pense que là, il pouvait faire une exception, sachant que là, on ne parle pas du Vegeta époque arc cyborg, on parle du Vegeta post-arc Buu. Et rappelez-vous qu'après la fin de l'arc Buu, Vegeta avait déjà nettement évolué par rapport à ce qu'il était à l'époque. Donc ça me fait un petit peu bizarre, parce qu'en plus, cerise sur le gâteau, c'est que c'est Goku qui va se rendre compte que c'est l'anniversaire de Bulma, et qui va s'en vouloir de ne pas y être. Normalement, je veux bien que Goku et Vegeta partent s'entraîner parce que c'est dans leur esprit, dans leur instinct, mais normalement celui des deux qui aurait dû s'en rendre compte, déjà c'est son mari, c'est Vegeta, et en plus celui qui est toujours tête en l'air, c'est Goku. Vraiment, j'ai trouvé que là il y avait une petite faille dans l'écriture, ça ne ressemblait pas au personnage d'avoir un Goku qui se rend compte que c'est l'anniversaire de Bulma, tandis que Vegeta ne s'en rend pas compte, ou alors pire, il en est conscient, mais il s'en fout. À cette époque-là de Dragon Ball, ça me fait un petit peu bizarre. Alors qu'en plus de l'évolution de personnage, t'en as un tout petit peu, même si l'épisode était vide, mais avec Piccolo. Je vous ai dit que la semaine dernière, il ne parlait pas dans l'épisode 2, là il parle, et tu sens qu'il se laisse attendrir par la vie de Gohan, la photo de mariage et tout ça, et ça pose les bases pour un Piccolo qui sera un petit peu le super-oncle de Pan. Et ça, c'est un petit élément dans l'épisode qui passe inaperçu, mais qui pose de très belles bases pour la future psychologie de notre bon vieux Namek. Contrairement à Vegeta, j'ai l'impression qu'on le fait régresser en début de DBS pour le faire surprogresser psychologiquement parlant dans la suite de DBS. Et c'est un petit peu déroutant. À part ça, les devins, je pense que j'ai à peu près fait le tour de l'épisode d'une manière un petit peu atypique par rapport à d'habitude, mais au moins j'ai mis en avant les points positifs et négatifs à mes yeux. La menace Beerus s'intensifie, nous on sait très bien que ça ne sera finalement pas trop une menace, mais à cette époque-là de l'arc, eh bien ça en était une, surtout dans la manière dont le vieux Kaioshin nous le vendait. Il détruit tout, il m'a enfermé dans l'épée. On ne savait pas, nous, tu vois, que le vieux Kaioshin,
et la vie du vieux Kaioshin et de Beerus dépendait de celle de l'un de l'autre, et que Beerus avait fait ça comme une précaution. Là, ça n'a pas été dit. La manière dont c'est raconté nous fait comprendre que Beerus est un être un petit peu malsain. Alors qu'au final, non, vous le savez très bien, les Akaishin, même s'ils sont intelligents ou bêtes, ça dépend des cas, mais ils ont quand même un but d'impartialité dans leur destruction, même si parfois certains font mal leur boulot. Donc les devins, sinon, épisode 4 la semaine prochaine, qui a pas l'air non plus, bon je me rappelle de ce que c'est, mais qui a pas l'air non plus extrêmement prometteur. L'épisode 5 sera un massacre au niveau de l'animation et des dessins, mais au moins il racontera un petit peu quelque chose. La confrontation Goku-Beerus. Côté VF, alors on va faire rapide, une très bonne prestation, encore une fois pour les rôles historiques de la série, en tout cas ceux qui n'ont pas changé de voix, parce que pour du Gohan c'était superbe, surtout que la voix de Gohan, la doublure est la même que celle de Mirai Trunks, ça je vous le rappelle, mais quand vous prenez des personnages qui n'ont pas changé, comme Boo c'est la voix de Goku, je vous le rappelle aussi, la voix de Piccolo qui est celle de Freezer, la voix de Vegeta, la voix de Yamcha, j'ai bien aimé justement le fait que Éric Legrand, le comédien de doublage de Yamcha et de Vegeta, c'est la même voix, eh bien il arrive toujours bien à moduler sa voix selon le personnage qu'il fait et les intonations. Très bonne prestation. Au niveau de C18, alors c'est toujours elle, mais on sent que voilà, elle a pris un petit peu de l'âge. C'est bien sûr Brigitte Lecordier qui la double. Par contre, il me semble, j'ai pas été vérifié dans les fichiers, mais il me semble que Vidal à l'époque était doublé par Brigitte Lecordier, et finalement Vidal n'est plus doublé par elle, d'après ce que j'entends, hein, je me fie à mes oreilles. C'est un petit peu dommage, après peut-être qu'ils se sont dit qu'il fallait pas mettre la même voix partout, mais bon, une fois qu'on y est habitué, pourquoi changer les choses qui marchent, je ne sais pas trop. Après, il y a des changements, bon voilà, comme la voix de Krillin, etc., parce qu'il y a des personnages, des comédiens de doublage, des êtres humains qui sont décédés dans le casting, donc aussi il y a des personnes que l'on a changées. La voix de Tortue Géniale, etc., s'il y a des changements qui sont faits, des fois c'est pas uniquement pour faire plaisir, au contraire, c'est par malheur, c'est parce que voilà, il y a eu un décès ou ce genre de choses. Mais après, je vais quand même tenter de rester impartial et de vous dire que la voix de Krillin est loin d'être de la même qualité de ce que ça pouvait être à l'époque. La voix de Tortue Géniale aussi. Mais bon, je ne peux pas critiquer par rapport à un cas de force majeure, sincèrement. Et ensuite, voilà, il y a des petites voix qui passent par-ci par-là, comme celle de Oolong, c'est la même qu'avant. Et quand tu as connu autant que moi la VF, quand tu étais petit, tout ça, que tu t'en es imprégné, ça te fait forcément plaisir, c'est quelque chose qui est touchant. Écoutez les devins, je pense que j'ai bien fait le tour maintenant de cette review de l'épisode 3 de Dragon Ball Super. Un épisode sympathique que j'ai pas forcément envie de revoir des milliers de fois, et je pense vraiment que cet épisode vous l'apprécierez beaucoup plus si vous regardez par exemple l'arc Battle of God d'un coup. Imaginez chaque jour vous tapez, je sais pas moi, 4 ou 5 épisodes, à l'intérieur d'un bloc d'épisodes ça passe bien. Mais comme ça tout seul et t'attends la semaine d'après pour voir la suite, c'est un petit peu compliqué en termes de structure. Voilà, tout est dit les devins, dites-moi votre avis sur cet épisode-là, votre petite review entre guillemets en commentaire. Je vous remercie énormément pour tous les soutiens que vous apporterez à cette vidéo-là. Prenez tout super bien soin de votre futur, et à plus pour le prochain Zard Divinatoire.